Bonjour à tous les voyageurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de C'était comment avant, consacrée cette fois-ci au métier de taxi. Cet épisode fait un peu écho au premier de la chaîne sur les transports en commun, dont je vous mets le lien en description si vous voulez approfondir un petit peu plus le sujet. Tout le monde connaît le métier de taxi, beaucoup d'entre nous l'ont déjà pris au moins une fois, mais sait-on vraiment d'où vient ce métier et les évolutions qu'il a connues ? Alors, vous êtes prêts pour le voyage dans l'histoire ? Allez, attachez vos ceintures. Les modes de transport font partie intégrante de toute société, que cela soit pour des déplacements professionnels, pour des déplacements personnels, ou pour la logistique de l'État, l'armée, le commerce, le tourisme, etc. On retrouve en Antiquité les premières traces d'un système de véhicules mis à disposition des citoyens pour se déplacer. Il faut pour cela aller à Byzance, où on pouvait prendre un char qui déposait le client à une destination précise. Le système de paiement était relativement simple, un boulier ou un odomètre était relié aux essieux, ce qui permettait au client de payer au nombre de boules, autrement dit à la distance parcourue. Ce moyen de transport, bien qu'ingénieux, ne se généralisera pas dans le monde entier. Dans d'autres civilisations de l'Antiquité, on peut également trouver des moyens de transport, comme dans l'Empire romain où il était courant de voir la famille impériale ou l'empereur lui-même se déplacer sur une litière, elle-même portée par des serviteurs, ou encore en Égypte et en Chine, lors de processions religieuses, de cérémonies officielles ou de fêtes, la famille royale ou le souverain était porté à travers les rues à bras d'hommes. Alors dans ces cas-là, pas besoin d'aller à la salle, on se fait les muscles tranquilles au boulot. Mais on ne peut pas parler véritablement de taxi, puisque ces modes de transport restent accessibles qu'à une élite dans un cadre particulier et pas pour tout public. Il faut attendre le XVIe siècle en Angleterre pour voir apparaître les premières chaises à porteurs, mais qui sont pour l'instant des moyens de transport personnels réservés à des gens fortunés ou de sang royal, comme par exemple le roi d'Angleterre Henri VIII, qui ne se déplaçait à l'extérieur qu'en chaise à porteurs sur la fin de sa vie. Et vu le bébé que c'était, fallait avoir des porteurs costauds quand même. Toujours en Angleterre, on verra se généraliser ces chaises à porteurs dès le milieu du XVIIe siècle, où elles seront mises à disposition de la population qui pouvait les louer pour se déplacer en ville. La taille de ces cabines était adaptée à l'étroitesse des rues de l'époque. Ces chaises étaient répertoriées, elles avaient un numéro de licence et il fallait en être détenteur pour pouvoir exercer le métier. Les citadins pouvaient alors les louer dès 1634 pour se déplacer d'un point A à un point B, c'est un peu le même principe aujourd'hui pour les taxis. Mais la France n'est pas en reste et c'est aux alentours de 1640 que sera importé d'Angleterre ce mode de déplacement. En effet, à l'époque, la haute société est à cheval sur les règles de bienséance et notamment sur la tenue vestimentaire et sa propreté. Les rues dans les grandes villes étaient étroites, généralement sales et utilisées par des piétons et des chevaux. S'y déplacer en robe ou en costume était alors périlleux si on voulait arriver à bon port avec des vêtements impeccables. Comme les chaises étaient closes, elles permettaient de se mettre à l'abri des intempéries et de la saleté des rues. Petit bonus quand même pour les gens de la haute, elles permettaient aussi de mettre en valeur son rang social et sa fortune par la richesse des décorations dont elles étaient dotées. L'usage de ces chaises à porteurs disparaîtra lors de la Révolution de 1789. Parallèlement au développement des chaises à porteurs, un certain Nicolas Sauvage, facteur des maîtres de cocher d'Amiens, s'établit à Paris et il ouvre vers 1637 un dépôt de voitures de louage avec cocher dans la rue Saint-Martin. Il possède alors un parc d'environ 20 voitures avec chauffeur destinées à être louées par des particuliers. Celle-ci se trouve devant l'enseigne de l'hôtellerie Saint-Fiacre, à l'angle de la rue Saint-Martin et de l'impasse Saint-Fiacre. Le nom, il est tout de suite tout trouvé, on appellera ces voitures des fiacres. Parmi ces véhicules, on retrouvera les fameux carrosses à 5 sols, dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode sur les transports en commun. Se développera aussi une autre appellation sous l'Ancien Régime, dans les territoires peu desservis par l'offre de taxi, la voiture de petite remise ou de grande remise, en fonction de l'importance et de la qualité des personnes transportées. L'activité de grande remise est maintenant appelée officiellement exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur ou VTC. Face au développement rapide de cette activité, Louis XIV va alors décider de réglementer la profession.
Les fiacres devront dès lors être immatriculés avec un numéro à partir de 1703 et les chauffeurs ne devront pas avoir été condamnés pour des infractions pour pouvoir exercer. Le terme taxi se démocratisera à partir de 1891 suite au dépôt de brevet par l'ingénieur allemand Friedrich Wilhelm Gustav Brunn d'un système s'apparentant à un odomètre, le taxamètre en français, lui-même inspiré du brevet déposé par Jean-Eugène Robert Houdin et cédé à la Compagnie Générale des Voitures quelques années auparavant. Les fiacres hippomobiles vont perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle qui verra apparaître un nouveau genre de véhicule, les fiacres électriques. En effet, en 1898, les rues de Paris verront passer de plus en plus de fiacres roulant à l'électricité ou alors automobiles de louage à moteur qui seront pressentis pour remplacer les anciens modèles tractés à l'aide de chevaux. Le maniement de ces véhicules est tellement ardu qu'une école de conduite est créée à Aubervilliers en région parisienne pour permettre aux futurs chauffeurs de suivre une formation de 10 jours. Malheureusement, l'engouement sera de courte durée, ce mode de transport n'est pas le plus pratique et les véhicules à pétrole lui seront préférés. Un journaliste écrira dans Le Petit Parisien : « Mais le principal défaut qu'on reproche aux voitures électriques est relatif à leur lourdeur. Chaque voiture de forme landau ou Laudolet pèse plus de 3000 kg. Seul le poids des accumulateurs est de 750 kg et celui des roues motrices de 1360 kg. Ce n'est assurément pas là la voiture de l'avenir et l'on saura construire plus légère. » En fait, il n'avait pas totalement tort parce que plus tard on fabriquera des véhicules thermiques bien plus légers pour finalement revenir aux voitures électriques qui actuellement peuvent atteindre les 3 tonnes. En 1905, Renault met en circulation son modèle AG1 qui remportera un fort succès auprès de la profession et en 1913, la marque équipera pas moins de 85% des taxis parisiens. C'est également en 1905 que sera créée l'entreprise de taxi G7 par André Walewski, arrière-petit-fils de Napoléon Ier, en référence à leur garage numéro 7 situé à Saint-Ouen en région parisienne. Cette société se rendra célèbre peu de temps après pendant la Première Guerre mondiale lors de la bataille de la Marne. Le général Gallieni réquisitionne 1200 taxis à Paris afin de transporter 6000 soldats à Nanteuil-le-Haudouin et Silly-le-Long dans l'Oise. L'acheminement des troupes se fit en 2 rotations. Cette manœuvre permettra de repousser les Allemands. Sans être décisifs militairement, les chauffeurs de taxi symboliseront une solidarité nationale patriotique. Après le conflit, au début des années 1920, la profession de taxi va se structurer de plus en plus. En 1921, on dénombre 21 000 taxis pour seulement 9 000 chauffeurs, ce qui dénote tout de même une petite crise dans la profession. Pour y remédier, une réflexion sur la limitation du nombre de taxis va être engagée à partir de 1934 et le travail journalier d'un chauffeur sera limité à 10 heures. Pour vérifier cela, un horodateur sera obligatoire à partir de 1938. C'est également cette même année que sera créée la FNAT, Fédération nationale des artisans taxis, regroupant les différents syndicats de taxis parisiens et de province. Malheureusement, 1 an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate et les taxis vont disparaître du paysage routier, en partie à cause de la rareté du carburant qui sert pour le front. On verra réapparaître des calèches tirées par des chevaux, moyennant une course à prix fixe, et même des taxis vélos. En 1945, il ne reste plus que 100 taxis en activité sur Paris. La profession sera relancée à partir des années 1950-1960. En 1954, un voyant lumineux indiquant taxi sera rendu obligatoire et le nombre de licences sera fixé à 12 500. En 1956 est créé le premier central radio à Paris pour en finir avec les attentes interminables au téléphone pour commander un taxi, et le développement des moteurs diesel Peugeot en 1959 va permettre un fort développement de la profession. En 2000, on dénombre 44 000 taxis en France, 15 000 en Île-de-France et 29 000 en province. Le taxi a su traverser les siècles, s'adapter à son époque, évoluer et se moderniser, toujours dans le but de pouvoir transporter des personnes à leur destination de manière confortable et sécurisée. Et son évolution n'est pas finie, puisque bientôt on verra des
taxi volant. Oui, un projet de taxi sera lancé lors des JO de Paris en 2024, un mix entre un hélicoptère et un drone, le tout fonctionnant à l'électricité. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous en saurez plus sur le métier de taxi et ses évolutions. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire pour échanger sur le sujet, rien de mieux que tout ça pour permettre à la chaîne d'évoluer. Et pourquoi pas suivre aussi le compte Instagram avec tous les jours des fiches HistoDaily pour apprendre plein d'anecdotes sur l'histoire, et tous les dimanches un Histo Quiz pour tester vos connaissances. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.